Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Le résumé des libertés individuelles et collectives, moi, je donnerais seulement un seul mot. Le droit d'abord à la vie. Parce que pour jouir de sa liberté, il faut vivre. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Le 13 décembre 1998, Norbert Zongo, l'un des journalistes les plus célèbres du Burkina Faso, trouvait la mort à la sortie de sa puits dans le Ziro. Norbert Zongo n'était pas seul dans cette tragédie. 3 autres de ses compagnons de voyage ont été également tués. Journaliste d'investigation, Norbert Zongo enquêtait sur la mort en détention suite à des tortures d'un employé du frère du président Blaise Compaoré. En janvier 1999, une commission d'enquête internationale a été mise en place à la suite de ce quadruple meurtre. Et le 7 mai, toujours de la même année, la commission d'enquête a rendu ses conclusions. Elle fit porter ses soupçons sur un adjudant de la garde de sécurité présidentielle, sur des sous-officiers et un adjudant de la garde présidentielle, estimant que la cause la plus probable de ces meurtres était le fait que Norbert Zongo pratiquait un journalisme d'investigation et plus spécifiquement qu'il menait une enquête. François Compaoré, le frère cadet du président Blaise Compaoré, en exil en France, et sur qui pèsent d'énormes soupçons d'être l'instigateur de ces assassinats, devrait être extradé vers le Burkina Faso à la demande des autorités burkinabées, mais jusque-là, il est toujours attendu. 24 ans après, on attend toujours de connaître toute la lumière sur ces assassinats. Saura-t-on un jour la vérité sur l'assassinat de notre confrère et de ses compagnons d'infortune? Près d'un quart de siècle après, qu'est-ce qui empêche la manifestation de la vérité? En un quart de siècle, que de luttes et de sacrifices. Que retenir donc de cet héritage? Ce soir, c'est l'occasion d'apporter des éclairages à toutes ces interrogations et à bien d'autres. Bonsoir à tous, bonsoir Hervé, bonsoir à nos invités. Bonsoir Hussein Kindo, bonsoir à nos invités, bonsoir à tous. Alors, je vous explique rapidement comment l'émission va se dérouler. Ce sera un exercice d'explication et de débat qui pourra être contradictoire avec 3 invités et un public. Et puis, ce sera une émission qui sera aussi marquée par des reportages d'illustrations. On en aura 4. Un rappel des grands moments de la lutte menée pour que justice soit rendue à Norbert Zongo. On parlera aussi de l'extradition ou pas, ce n'est pas effectif pour le moment, de François Compaoré, le frère cadet de Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé, fortement soupçonné dans l'affaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Il sera aussi question de l'héritage de Norbert Zongo en termes de liberté de presse, de liberté d'expression. Vous savez, c'est une question très actuelle au moment où, depuis un certain temps, des messages d'intimidation et des menaces fusent sur les réseaux sociaux. Et puis, on parlera de la contribution des artistes. Ils y sont pour beaucoup dans la lutte pour que la vérité soit dite sur l'assassinat de Norbert Zongo. Mais d'abord, nos invités, Hussein Kindo. Pour décrypter donc ces questions et apporter la lumière sur ce dossier, nous sommes avec 3 invités. D'abord, Haruna Yoda, procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir pour ces échanges. Deuxième invité à ces échanges, Maître Prosper Farama, l'un des avocats chargés de la défense dans le dossier Norbert Zongo. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci d'être là pour les débats. Et Newton Ahmed Bari, il est journaliste. Bonsoir. Bonsoir, Kindo. D'ailleurs, on commence avec vous, Newton, pour la première question. Pour les plus jeunes qui suivent cette émission, qu'est-ce qui s'est passé le 13 décembre 1998? Il s'est passé l'innommable. Pas qu'on s'y attendait pas, mais en fait, on se disait qu'il n'oserait pas. Et pourtant, ça s'est fait. Nous sortions, évidemment, vous savez, l'ambiance était un peu à la fois complexe à décrypter. Nous sortions d'une situation où un pouvoir venu dans des conditions que l'on connaît avait réussi à polir un peu son image après une décennie et avait même, à partir de 1996, réussi à fédérer tous les
parti qu'il avait contesté et avait créé donc le CDP. Et donc, sur le plan politique, au niveau national, il se dégageait une sorte de consensus pour la personne de Blaise Compaoré et qui venait par ailleurs aussi de réussir, je ne dirais pas une belle élection, mais en tout cas une élection mieux réussie que celle de 1992, où il avait pu se dégoter deux accompagnants, vous vous rappelez très bien, ou ceux, je rappelle ça pour ceux qui n'ont pas vécu la période. Mais en même temps, tout le monde savait que pour le régime qui avait donc réussi à phagocyter évidemment l'ensemble de la classe politique, qui s'était fait une belle image au niveau international, ce qui restait à faire, c'est de faire taire la presse. Et parce que aussi en perspective, il y avait la volonté d'un mandat, en tout cas d'un règne illimité. En 98, personne ne le voyait, sauf ceux qui étaient avertis. Et parmi les avertis, il y avait Norbert Zongo. Donc il fallait forcément le faire taire. Comme on dit, les politiques ont toujours un coup d'avance sur la majorité du Vulgus. Mais bon, évidemment, c'était comme ça. On était dans une situation où on espérait que ça ne se produirait pas, mais ça s'est produit. Alors, à ce moment-là, vous dites qu'on espérait que ça ne se produise pas, mais ça s'est produit. Quelle était la tension en ce moment? Est-ce que vous sentiez une tension au niveau de Norbert Zongo? Est-ce que lui-même le pressentait? Vous qui avez été son compagnon à ce temps-là. Ah si, il en parlait. Après les élections, il était évident. Après les élections, il était évident que Blaise Compaoré et son régime préparaient un deuxième round de son pouvoir. Parce qu'en même temps, il commençait à faire monter son petit frère qui prenait beaucoup plus d'ampleur dans le système. Et ses anciens compagnons, comme les Salif Diallo, comme les Roch, mais davantage les Salif Diallo parce que les Roch parlaient peu, et commençaient déjà à être mis un peu au placard. Il faisait aussi monter un peu la belle-mère. Donc c'est l'ambiance un peu d'un régime qui essayait donc de se recentrer sur, je vais dire, la partie la plus familiale de son entourage, mais qui avait une visée, comme je disais, de ne pas quitter le pouvoir parce que, évidemment, on considérait que Blaise Compaoré était irremplaçable. Et donc, ça créait un climat, évidemment, contre ceux qui osaient, et la liberté d'expression était un ennemi en ce moment-là. Justement, pour mettre des visages sur ces faits, nous vous proposons ici un rappel des grands moments de la lutte pour la justice sur l'assassinat de Norbert Zongo. C'est un élément de Vincent Bado. Tolé Sagnon était secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, en 1998. Il se souvient encore des premiers instants de la lutte du collectif dont il était le vice-président. Le premier meeting du 19 décembre 1998, après l'enterrement de Norbert Zongo le 16 décembre, a donné une empreinte et une orientation générale de ce que devait être le collectif, son organisation, d'une manière générale l'organisation de la lutte du collectif. On a donné des orientations. On a aussi, à l'occasion de ce meeting, indiqué qu'on doit se préparer à lutter pendant longtemps. Les gens qui ont assassiné Norbert Zongo de cette manière bestiale et ouverte, ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc la lutte va être longue et va être faite aussi des sacrifices. Souleymane Kologo, lui, était secrétaire général de l'Association nationale des étudiants burkinabés, ANEB. Le syndicat étudiant a organisé la colère des étudiants qui sont descendus de manière spontanée dans la rue dès le lendemain de l'assassinat de Norbert Zongo en décembre 1998. Norbert, qui représentait pour eux un repère de vie et de combat. Dès le lendemain, de manière spontanée, il faut le dire, des centaines, des milliers d'étudiants sont descendus dans la rue, les élèves également se sont mobilisés et on s'est dit, attention, c'est bien, mais il fallait essayer de canaliser tout ça et c'est à ce moment effectivement que l'UGEB, donc l'ANEB, a effectivement essayé de canaliser la lutte des étudiants pour participer effectivement donc dans le cadre du collectif qui a été créé quelques jours plus tard afin de mener cette lutte. Norbert, lorsqu'il a créé l'Indépendant, c'était aussi un peu celui qui
était un peu l'objecteur de conscience, celui qui éclairait la jeunesse. Et on n'avait pas Facebook, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait que l'indépendant. La lutte du collectif pour la vérité et la justice dans le dossier Norbert Zongo n'a pas été un long fleuve tranquille pour ces militants qui ont subi de nombreuses répressions. Vous savez, dès janvier, lorsqu'on a lancé la première grève générale, après l'assassinat de Norbert Zongo, le 3, 4, 5 et 6, non, janvier 1999, ça a été en même temps une grève active. Ce n'était pas une grève passive où les gens sont assis dans les bureaux. C'est une grève faite de manifestations. Et malheureusement, le pouvoir a tenté de réprimer. Et en fait, c'était dans l'intention d'étouffer la naissance du collectif dans l'œuf. Ce qui les a amenés à déborder, même aller attaquer des gens dans la cathédrale, au sein de la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. C'était vraiment inédit. 24 ans après, la justice est toujours attendue dans cette affaire devenue plus qu'emblématique au Burkina Faso. Maître Farama, vous êtes un des avocats dans l'affaire Norbert Zongo, mais vous étiez aussi en 1998 parmi les manifestants qui demandaient justice pour Norbert Zongo. Qu'est-ce que ça vous rappelle aujourd'hui, 24 ans après, de savoir que jusque-là, on attend toujours? Écoutez, ce que cela m'inspire, c'est surtout la perspicacité dans la lutte de ce peuple burkinabé. Parce que si ma mémoire est bonne, en 1998, je devrais être avocat stagiaire au cabinet justement de Maître Sankara, hein, ici présent. J'étais encore très jeune. Et vous aurez remarqué que 24 ans après, je porte la parole de la famille aux côtés de mon maître des stages pour défendre cette affaire. C'est vous dire combien c'est réconfortant de savoir qu'un peuple peut rester dans la lutte pendant des années et ne jamais faiblir. Donc on ne peut pas désespérer de ce dossier. Bien sûr, je pense que c'est le maître mot de ce dossier. Si le jeune que j'étais en 98 stagiaire, aujourd'hui se retrouve à pouvoir défendre ce dossier et à voir que d'autres jeunes d'ailleurs après nous viennent nous apporter en concours, en secours, c'est dire bien que je crois que cette lutte est une lutte dans laquelle il ne faut pas désespérer, où ce peuple ne désespère pas, où ce peuple ne désespérera jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où je pense que la grande leçon qu'on a retenue de cette lutte, c'est que le peuple burkinabé est un peuple sur lequel il faut compter quand il s'agit de lutter pour défendre ses intérêts. Alors, Newton Ahmed Barry, je reviens encore avec vous parce qu'on a des jeunes téléspectateurs qui nous regardent. 24 ans après, ça fait presque un quart de siècle. En ce moment-là, vous qui étiez l'un des compagnons de Norbert Zongo, comment avez-vous eu l'information? Comment avez-vous été informé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Mais avant, vous l'aviez dit, il y avait un climat précurseur de ces crimes. Mais quel a été l'acte fondateur posé par Norbert Zongo et qui a signé son arrêt de mort? C'est d'avoir osé, à mon avis, interférer dans les affaires du petit président. Parce que c'était François Compaoré. C'est bon de préciser. Comme je dis, il faut se remettre dans le contexte. N'oubliez pas qu'il y a eu une période, on était donc la décennie passée de l'arrivée du pouvoir de Blaise Compaoré, arrivé dans des conditions extrêmement difficiles, puis stabilisation. Et après, comme je dis, et je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une autre phase du pouvoir qui commençait, avec donc un recentrage autour de la famille, avec donc une nouvelle redistribution. Mais également, les gens découvrent l'argent. Parce que, vous savez, les révolutionnaires, jusqu'au début de 1990, c'était des gens véritablement sobres. Hein. Les révolutionnaires burkinabés, ils vivaient de peu. Ce pas des gens qui étaient intéressés par les maisons. Mais à partir d'une décennie après, l'argent aussi commençait à faire son œuvre. Hein. Alizat Gando commençait à devenir opératrice économique. Elle a fait épouser sa fille par François Compaoré. Et donc, la famille, les affaires et la politique commençaient évidemment à marcher bras dessous, bras dessus. Donc, il faut remettre tout ça dans le contexte. Et en ce moment-là,
comme je dis, ce qui manquait au bonheur du régime de Blaise Compaoré en 1998, après sa belle réélection, je dis toujours entre guillemets belle, en rapport avec 1991, j'ai dit il faut dire c'est 91, où il était unique candidat, mais je me rappelle très bien de mon confrère Godefroy Bazier, qui avait donc trouvé la formule unique candidat, mais pas candidat unique. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais bon, enfin, c'est resté dans la postérité. Et donc, après 91, où il avait vraiment été très mal élu, pour ne pas dire que les Burkinabés ne se sont pas présentés aux urnes, en 98, c'était relativement mieux. Et donc, il prenait aussi de l'envergure politique, comme je dis, et puis il voulait maintenant asseoir une dynastie, si on peut l'appeler comme ça. Il restait simplement à soumettre les gens qui ne pouvaient pas se taire. Et parmi ceux-là, c'est Norbert, et je pense qu'en 98, il était parmi les journaux indépendants, l'un des journaux qu'on ne pouvait pas maîtriser. D'ailleurs, on l'a chassé de plusieurs journaux, il ne faut pas oublier ça quand même. Il était à Sidoya, ensuite il est parti il y a le dernier, la Clé. Après la Clé, c'est à ce moment qu'il a créé l'Indépendant, et son premier éditorial, c'était Bouribana. C'est-à-dire que maintenant, comme Samori Touré, je suis arrivé évidemment à la fin du nomadisme. Et là, c'était aussi Borid Bana pour sa vie, en quelque sorte. Donc voilà un peu la situation. On ne pouvait pas, dans l'embellie qu'on avait à l'époque, accepter que quelqu'un soit critique et donc quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser. Il fallait le faire taire. Qu'est-ce qu'il critiquait au juste? Il critiquait la gouvernance. Si vous regardez ces éditoriaux que nous avons fait publier au lendemain de son assassinat, qui a été fait donc par un somme de journalistes, auxquels je tiens à rendre hommage. Il y a Marie-Soleil Frère qui a contribué beaucoup, évidemment, à rassembler ces éditoriaux et à nous les faire publier. Il y a Pierre Thiergou d'Abiré, et puis il y a mon Djonche, Justin Koulibaly, qui ne sont plus là aujourd'hui et qui ont été vraiment des gens qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour que, évidemment, les choses prennent. Parce que, il ne faut pas oublier aussi, je pense tout à l'heure Kologo parlait, mais s'il n'y avait pas eu les étudiants de l'ANEB, le 14 décembre, qui sont descendus dans la rue, peut-être le cours de l'histoire de cette affaire-là aurait connu un autre tournant. Parce que, comme vous savez, nous sommes à la fois une société un peu complexe et bizarre. Les gens sont allergiques à l'injustice, mais ils s'engagent peu. Pour les mettre là-dedans, là, c'est un peu des diesels. Pour que les gens rentrent dans un combat ici, dans ce pays-là, il faut vraiment qu'il y ait, je ne sais pas moi, il faut qu'on mette le feu quelque part. Donc les étudiants de l'ANEB, Écologo, évidemment, on doit leur rendre hommage en son temps, ont contribué à donner, à façonner le cours que l'histoire a pris, l'histoire autour de la lutte pour la vérité de Norbert Zongo a pris, après le 14 décembre 1998. Et pour les étudiants, il y avait Tibiri, je crois, qui avait... Tibiri aussi, qui était Maître Farama. Oui, Maître Farama. Oui, peut-être pour ajouter à ce que l'aîné Barry a ajouté, parce que sur la question de savoir qu'est-ce qu'il critiquait. Je me rappelle, parce que j'étais au cabinet de Maître Sankara, il y avait quand même une affaire emblématique de l'époque, l'affaire David Ouedraogo. Je pense que ça a été cette affaire qui a mis le feu à la poudrière, parce qu'il y avait les rumeurs, je pense, dans le pays, une rumeur selon laquelle David Ouedraogo, chauffeur du petit frère du président, donc de François Compaoré, aurait été assassiné au sein du Conseil de l'Entente par des éléments de la garde de sécurité présidentielle et d'autres employés d'ailleurs de la maisonnée torturés. Mais cette affaire donc a abouti à un procès par la suite. Mais à l'époque, c'est pour cela, je pense que Norbert Zongo est quand même l'un des éléments, un des journalistes déclencheurs de cette liberté de la presse au Burkina. Parce que très peu de presse, il y a des journaux de l'époque qui étaient bien cotés sur la place du marché, mais peu en parlaient, pour ne pas dire personne n'en parlait. Il était, je pense, le seul, quasiment, à relayer cette information qui était au rang de rumeur. Et ça gênait beaucoup, comme il l'a dit, un pouvoir qui avait réussi à un moment donné, tant bien que mal, à peaufiner son image sur le plan international. Et la suite nous a démontré que c'était très gênant cette affaire pour eux, qu'on dise que, pour des questions supposées de son petit d'argent volé, on avait torturé
Maître Sankara est là, il pourra en témoigner. Les images qu'on a vues dans cette affaire étaient horribles. On a passé au méchoui des êtres humains, hein, juste pour des questions supposées de vol d'argent, et puis le chauffeur en est mort, lui, malheureusement torturé. Et la réaction de la rue, la réaction du peuple burkinabé, après, est-ce que cela n'a pas surpris le pouvoir en place en son temps? Parce qu'on ne s'attendait pas forcément à cette mobilisation. Je pense que c'est de cela qu'il parle. Je crois qu'à l'époque, il y avait un slogan qui était bien connu. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ignorent. Si tu fais, on te fait. Et il n'y a rien. Et beaucoup de gens ont essayé. Ils ont été faits et il n'y a rien eu. Jusqu'à ce qu'il y ait le rêve fatal, justement, de faire Norbert Zongo. Et je crois que c'est parti de là. Je crois que c'était le moment où le peuple a considéré que trop, c'était trop. Alors, vous citiez... Oui, allez-y rapidement. J'ajoute juste un élément pour compléter ce que dit Maître Farama. Il y avait aussi des critiques sur la gouvernance. N'oubliez pas qu'en 1994, avec les passes, on est parti à la privatisation sauvage. Et c'était les proches du régime qui s'étaient accaparés des entreprises qu'on avait. Donc, évidemment, une des entreprises emblématiques était l'entreprise, c'était SBM, je crois, l'entreprise qui s'occupait de la question des cuirs et des peaux. Et la privatisation avait été faite de telle sorte qu'on avait donné l'entreprise pour une bouchée de pain à la belle-mère. Je crois que c'est un franc symbolique. Qui est-ce que vous appelez la belle-mère pour que nos téléspectateurs puissent comprendre? Parce qu'on a des jeunes téléspectateurs, il faut qu'ils puissent comprendre. Il faut qu'ils fassent leur ajournement aussi, quoi. Oui. Non, c'est Alisata Gando. Qui était une femme d'affaires et qui avait pour gendre François Compaoré. C'est bien de l'expliquer. Et tout ça a contribué naturellement. À partir de cet instant-là, il devenait un danger pour les gens. Comme je vous dis, les affaires et la politique avaient commencé à marcher main dans la main. Donc, ce n'était plus acceptable. Il était devenu un empêcheur de tourner en rond. De bouffer en rond. Alors, Maître Farama, vous citiez Maître Benouendé Sankara il y a un instant. On va lui donner la parole. Maître Benouendé, c'était des années de braise, des années chaudes en ce moment-là. Quand ce dossier de ce chauffeur, de ce garde de corps qui aurait été torturé arrive dans votre cabinet, comment vous réagissez? D'abord, je suis très ému par la présence de monsieur le procureur. Il faut le dire haut et fort. Il y a 24 ans, ce n'était pas imaginable qu'un procureur du Faso accepte une telle invitation. J'avoue que quand je l'ai vu ici au centre de presse, j'ai compris que nous venons de loin et que la justice burkinabé a beaucoup évolué. Je voudrais vraiment souligner ça avec force, que la modestie du procureur Aruna Yoda soit égratignée, mais c'est aussi la preuve que désormais la justice accepte de regarder dans la direction que le journaliste Norbert Zongo en fait avait voulu. Tout son combat, c'était la justice sociale pour ce pays, la vérité. Et ses armes, c'était quoi? C'était ce qu'il avait de sa profession et de l'amour pour son pays. Il était journaliste, il donnait des conférences et il dénonçait les tares de la République. Je ne vais pas revenir sur les explications sociopolitiques données par Newton, mais ce que je sais, c'est que David Ouedraogo, ce qu'on appelait le mort du Conseil de l'Entente, a été déclaré disparu. C'est là le travail d'investigation du journaliste Norbert Zongo intervient pour dire que ce monsieur n'a pas purement et simplement ne s'est pas éclipsé comme ça, mais on l'a tué. Quand il a affirmé qu'il a été tué, le mort du Conseil de l'Entente, c'était le début
de ces problèmes. Et la famille de David Ouedraogo a été conseillée par le MBDHP de s'attacher les services d'un avocat. Voilà comment le dossier est venu dans mon cabinet, parce que déjà, en tant que militant, moi-même du MBDHP, je défendais des dossiers de la CGTB, du MBDHP, des journalistes, des opposants de l'époque. Et quand la famille est venue me voir, effectivement, avec Norbert Zongo, nous avons échangé sur la conduite du dossier. Ce qui fait que, quand le parquet, le procureur interpellait Norbert Zongo, aujourd'hui, demain, c'est moi qu'on interpellait. Et à l'époque, le procureur, c'est un promotionnaire. Un jour, il m'a dit, écoutez, maître, vous nous emmerdez. Je dis, comment ça? Il me dit, moi, en tant que procureur, ici, là, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Il a avoué. Et je lui ai dit, moi, mon rôle en tant qu'avocat, ici, là, si vous ne pouvez pas faire, le peuple va le faire parce que vous, en tant que procureur, vous représentez la justice au nom du peuple. Mais c'était en toute amitié. Malheureusement, ça a dégénéré. Et quand Norbert Zongo a trouvé la mort, eh bien, nous nous sommes tous retrouvés à Sapuy, où malheureusement, on a vu les corps toujours brûlants. Et le lendemain, j'ai vu le procureur, il m'a dit, ah, franchement, je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait conduire à un drame. Donc, l'affaire David Ouedraogo, c'était pas seulement qu'il a été trucidé dans les locaux du Conseil de l'Entente, puisqu'on les a amenés en brousse, ils ont creusé leur propre tombe, Maître Farama a essayé de décrire ça, mais son combat était de dire que plus jamais ça, dans une démocratie qui était véritablement de façade. Alors, avant que Fousseni vous ne donniez la parole au procureur, peut-être une précision. Vous avez conduit le dossier, vous avez dit, en collaborant avec Norbert Zongo. Comment était-il? Est-ce qu'en ces temps-là, est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il partageait avec vous ces moments de doute, ces moments de pression? Est-ce qu'il était malgré tout cela déterminé? Quel était son état d'esprit? Oui, il y a eu beaucoup de faits en amont qui prouvaient que Norbert Zongo, effectivement, était inquiété. Il y a eu beaucoup de faits, il y a eu des tentatives même d'empoisonnement de Norbert Zongo. Mais cela, en réalité, le galvanisait. Ça l'amenait beaucoup plus à aller de l'avant. Vous savez, on ne peut pas tout citer en si peu de temps. Mais les dérives qui ont commencé, ce ne reste que depuis le retour du semblant de démocratie avec l'état de droit. Eh bien, l'état de droit a des exigences. Et Norbert Zongo voulait simplement que si nous réclamons d'un état de droit, qu'on défende les valeurs de la démocratie. Et malheureusement, on avait affaire à un pouvoir qui visiblement prenait Norbert Zongo comme un ennemi. Mais c'est ça qui faisait que Norbert Zongo avait trouvé un écho favorable auprès des populations qui l'écoutaient. Parce que même ceux qui ne pouvaient pas lire l'Indépendant se faisaient interpréter l'Indépendant. Et le jour, le mardi, si l'Indépendant n'apparaît pas, c'est comme si ce jour-là, le soleil n'était pas levé sur le Burkina. Donc Norbert Zongo avait pris fait de cause pour son peuple et les menaces, vraiment, au contraire, ça l'excitait à aller de l'avant parce qu'il avait un bout. J'ai une anecdote. Par exemple, l'affaire Semov. Norbert Zongo a écrit beaucoup sur ça, par rapport à l'exploitation minière dont le Burkina Faso, justement, était victime. Et un jour, il a commencé à écrire sur quelqu'un. Et ce dernier a voulu répondre. C'était un ami, je lui ai dit, si tu portes la contradiction à Norbert Zongo, tu es un homme mort. Quand il commence à écrire,
c'est qu'il a fini de boucler ton dossier. Le monsieur, il ne m'a pas compris. Le prochain article, Norbert Zongo est revenu sur des faits précis avec des exemples. Il m'a appelé pour dire qu'il va lui demander pardon. Voici aussi ce que c'était l'homme. Il respectait sa profession, la déontologie, et il n'écrivait pas tant qu'il n'avait pas les preuves. On va y arriver dans l'héritage de Norbert Zongo. Nous avons avec nous Aruna Yoda, procureur du Faso près du tribunal de grande instance Ouaga 1. Vous l'avez dit, maître Sankara. Monsieur le procureur, on l'a vu au lendemain des manifestations qu'a connu le Burkina Faso. Une commission d'enquête indépendante a été mise en place. La commission a rendu ses conclusions. Des gens ont été épinglés dans le rapport de la commission. Est-ce qu'on peut dire qu'avant 1998, c'est un tournant qu'on a vécu avec cette affaire d'assassinat du journaliste d'investigation? Merci. Dans l'appareil judiciaire, je veux dire. Alors, merci pour la parole, merci pour l'invitation. Ce que je peux dire sur ce dossier, c'est peut-être faire un rappel sur les différentes étapes que ce dossier a connues. Je pense que peut-être plus que moi, les avocats qui étaient là aux premières heures ont certainement beaucoup à dire sur les différentes procédures qu'ils ont entamées. Il y a eu la commission d'enquête indépendante, vous l'avez rappelé, qui a produit un rapport. Il y a eu une procédure ouverte au parquet et on a connu une instruction. Et ce dossier, comme vous le savez, a d'abord connu une ordonnance de non-lieu. Donc, à la faveur de l'insurrection populaire courant 2014, puis en 2015, un juge a été nommé spécialement pour ce dossier. Et le dossier, à la demande donc des avocats de la famille de Norbert Zongo et de ses compagnons, qui ont introduit une requête aux fins donc de réouverture de la procédure, ce dossier a été purement et simplement réouvert par le juge d'instruction spécialement nommé donc, que vous connaissez. Alors, à la suite de cela, il y a une procédure normale, l'instruction et tout ce qui s'en est suivi. Et je pense qu'il y a 2 ans, j'étais là pour rappeler un peu les différentes étapes de ce dossier. Et à l'étape où nous nous trouvons, en attendant peut-être que le point sur l'extradition arrive, nous pouvons dire que le dossier, bon, comme le dit la formule consacrée, est sur son cours. Sur son cours. Et on peut dire tout simplement qu'il est assez avancé, sinon très avancé. Peut-être que par la suite, dans l'autre rubrique, lorsqu'il s'agira de parler donc de la procédure d'extradition de M. François Compaoré, on pourra donner d'autres éléments. Justement, Luc Pagbelem nous a préparé un élément sur l'extradition de François Compaoré dans l'affaire d'assassinat de Norbert Zongo. François Compaoré, le frère cadet du président Blaise Compaoré, en exil en France et sur qui pèsent d'énormes soupçons d'être l'instigateur des assassinats, notamment celui de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. On va suivre ce reportage de Luc Pagbelem et on revient pour les échanges. L'annonce de son extradition de la France vers le Burkina Faso avait été accueillie comme une avancée considérable dans le dossier de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Mais la suspension de l'extradition par la Commission européenne des droits de l'homme de Paul-François Compaoré, suspecté d'avoir commandité cet assassinat le 13 décembre 1998, plonge l'affaire dans une inertie juridique selon les avocats de Norbert Zongo. Le dossier aujourd'hui est pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui veut dire, puisqu'il s'agit d'une demande d'extradition, que l'État du Burkina Faso reste scotché, attaché à cette procédure. Et tant qu'elle n'aura pas évolué, eh bien, nous sommes dans une inertie juridique, étant entendu qu'il s'agit d'exécuter un acte essentiel de la procédure, qui est le mandat d'arrêt que le juge d'instruction a émis
pour que M. François Compaoré comparaisse devant les juridictions burkinabées. Au vu des nombreux rebondissements dans le dossier depuis l'arrestation du principal accusé Paul-François Compaoré à Paris en octobre 2017, les conseils de Norbert Zongo sont tentés de croire que l'intéressé fait des pieds et des mains pour se soustraire à la justice burkinabé. L'État français a pris un décret depuis mars 2020 autorisant l'extradition, mais a connu une demande d'annulation de l'acte dans la foulée, une demande rejetée par le Conseil d'État. Pourquoi alors François Compaoré et ses avocats s'accrocheraient tant à la Commission européenne des droits de l'homme? On ne peut pas reprocher à M. Paul-François Compaoré d'exercer une voie de recours contre une décision française d'extradition de M. Paul-François Compaoré vers le Burkina Faso. L'histoire a donné raison à M. Paul-François Compaoré. Parce que l'ambassade, l'enclave même diplomatique a été caillassée par des manifestants. Il y a la sécurité au Burkina. Le président du Faso lui-même a dit qu'une partie de notre territoire est occupée. Y a-t-il de la sécurité? Non. Pour les avocats de François Compaoré, le Burkina Faso n'apporte aucune garantie pour la sécurité de leurs clients. En plus, le dossier a été réouvert sous un régime de transition, c'est-à-dire en 2015. L'État burkinabé est pourtant clair sur la question. L'affaire Norbert Zongo n'a rien de politique. Les ministres français et burkinabés de la justice n'ont cessé d'échanger à ce propos. Interpellé le 3 mai dernier à la faveur de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le Burkina Faso, à travers son ministre de la Justice d'alors, avait rassuré avoir transmis à bonne date aux autorités françaises les réponses aux questions posées dans le cadre de la demande d'extradition de Paul-François Compaoré. Cette position n'aurait toujours pas changé, à en croire l'actuel ministère de la Justice. Il faut souligner avec force que l'État du Burkina Faso a satisfait à toutes les conditions, je dis bien toutes les conditions exigées par les juridictions françaises dans le cadre de notre accord de coopération judiciaire qui date depuis 1961. Et c'est aussi une question de responsabilité personnelle et individuelle de faire face à son peuple et à sa justice. Et je pense que vouloir s'en dérober, c'est une forme de lâcheté. 24 ans qu'il n'y a toujours pas de justice pour Norbert Zongo. Mais au regard des récents procès des dossiers Thomas Sankara et Boukari Dabo, ses avocats et ses héritiers ont la ferme conviction que la vérité et la justice sur l'assassinat de celui qui dénonçait par sa plume ne sont plus qu'une question de temps pour qu'enfin cette lampe allumée depuis 1998 puisse s'éteindre. Voilà, Maître Farama, vous êtes avocat de la famille de Norbert Zongo et ça tombe bien parce que dans le reportage qui vient de passer, on a entendu l'un des avocats de François Compaoré qui a dit un certain nombre d'éléments qui sous-tend ou qui argumentent le fait que François Compaoré refuse de venir. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là? Ben, au moins, s'il y a un point sur lequel je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit qu'on ne peut pas lui reprocher à M. François Compaoré d'user de voies judiciaires pour éviter d'être extradé. Et d'ailleurs, sur ce point, moi, je me réjouis du résultat de la lutte de ce peuple. Parce que ça veut dire que, quelque part, ce peuple a mené une lutte qui a atteint un stade très satisfaisant. Vous savez, sous le règne de François Compaoré et de son frère, on n'était pas à discuter sur des virgules, des articles. Rappelez-vous, Lengani, Henri Zongo, qui ont été passés aux armes pour des questions de suspicion, je rappelle, suspicion de coup d'État. Et nous, aujourd'hui, on en est à discuter, oui, il y a une virgule qui manque ici, un point-virgule qui est défaillant là. Mais donc déjà, ça veut dire que ce peuple, par la voie de tous les combattants de la justice, de la liberté, a évolué. Mais maintenant, sur l'argumentaire, en fait, il reprend l'argumentaire de l'avocat principal de François Compaoré, Maître Pierre-Olivier Sûr, qui est un argument, avec tout le respect que je dois à mes confrères, qui en droit est ridicule. Pourquoi je dis qu'il est ridicule? Écoutez,
On nous dit qu'il n'y a pas de sécurité au Burkina pour juger François Compaoré. Et tous ceux qu'on juge au Burkina, vous pensez que c'est des chèvres, c'est des moutons, c'est des bœufs? Mais c'est ça, quand on est burkinabé, on répond à la justice de son pays. De quelle sécurité on parle? De quoi la sécurité répond dans la question de la justice? Monsieur le procureur est là. Chaque jour que Dieu fait, il se passe des jugements au niveau du palais de justice de Ouaga 1, de Ouaga 2, au tribunal militaire. Diendéré a été jugé, condamné, il purge sa peine. François Compaoré, est-ce que c'est un surhomme? Qui est-il, lui, pour dire que il n'y a pas de sécurité ou de... Enfin, je pense que ce qu'il demande au peuple burkinabé, c'est peut-être de lui construire un palais présidentiel à la manière de Pablo Escobar, qui avait eu droit à une prison dorée ou quelque chose de ce genre pour qu'il comparaisse. Mais pour moi, pour reprendre le mot de Maître Sankara, écoutez, c'est la preuve d'une lâcheté. Pour moi, c'est honteux. Quand on a dirigé un pays, quand on a jugé les autres, quand on a condamné les autres, il est honteux, il est lâche de dire je ne peux pas venir répondre devant la justice de mon pays parce qu'il n'y a pas de sécurité et de se refuser dans le pays d'autrui parce qu'il y a plus de sécurité là-bas. Enfin, je crois que ça donne à tout le monde l'idée de ce que ça a été ce régime de Compaoré. Maître Farama, peut-être à la décharge de François Compaoré, c'est vrai que c'est un accusé comme tout le monde, mais on ne peut pas quand même oublier ou omettre le fait qu'il est le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré et que Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir par une insurrection populaire et qu'on a eu un procès derrière, des coups d'État manqués et que ces procès-là ont été, selon les avocats de la partie adverse, ont été émaillés de beaucoup de choses qui ne seraient pas dans l'ordre des choses, dans le droit. On ne peut pas omettre cela. Et on ne peut pas omettre le fait que François Compaoré peut-être se sente menacé et craigne qu'il y ait un procès qui ne respecte pas les normes en la matière, vu son affiliation. Excusez-moi d'être vulgaire, mais j'ai envie de répondre foutaise. Rappelez-vous, lui, son frère est venu au pouvoir comment? Par un coup d'État. Est-ce que ce que lui, il a jugé après lui, on fuit pour aller se réfugier en France en disant mais comme il y a eu un coup d'État, on est dans un pays maintenant où il n'y a pas de justice, toute justice qui a été faite, qui est faite dans ces conditions-là, mais une justice qui est inéquitable à mon égard. Je pense que la bonne question à poser, c'est de savoir est-ce que la justice burkinabé aujourd'hui répond aux normes internationales, est-ce d'une justice équitable? C'est la seule question. Quand vous suivez les procès qui ont eu lieu, dites-nous, qui peut nous dire aujourd'hui que les droits de qui que ce soit ont été violés? Quand moi j'ai eu le procès avec Diendéré, j'ai vu bien que Diendéré était un accusé assez à l'aise avec le respect de tous ses droits. Et puis, moi l'argument qui me blesse en tant que Burkinabé, c'est quand on me dit que c'est le petit frère du président. Ah bon, donc moi, dont le papa est paysan, vous voulez dire que, donc moi on peut me juger comme un mouton, mais quand on est le petit frère du président, là j'ai envie de dire à mon papa ou à mon fils, faites tout pour être un militaire un jour, devenez président par un coup d'État pour que vos enfants un jour ne soient pas jugés comme les autres Burkinabés. Mais justement l'essence même du combat, c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de dire que tous les Burkinabés ont le droit à être jugés devant donc un tribunal indépendant, impartial. Et c'est ça la question. Est-ce que la famille le dit, c'est qu'on demande à François Compaoré, à la justice vis-à-vis de François Compaoré, ce n'est ni de la rancœur, ni de la vengeance, ni de la revanche. C'est d'entendre sa version. Il est quand même impliqué, accusé, suspecté d'avoir assassiné des parents d'autres personnes, des Burkinabés. Mais David Ouedraogo, attendez, ce n'était pas un animal, c'était un Burkinabé. Il n'y avait pas que David Ouedraogo. Ce qu'on a fait cuire comme des... mais écoutez, la moindre des choses, moi, quand on est un homme digne, on vient, on fait face à la justice de son pays, on donne sa version, et puis après, si comme on veut le faire croire, la justice ne répond pas à des normes, mais le Burkina, le Burkinabé, le peuple entier, et puis tout le monde entier constatera. Mais il ne faut pas qu'on fasse un jour l'intelligence du Burkina en disant que c'est un pays d'insécurité, donc on ne peut pas faire de justice. Aruna Yoda, oui. Je dois dire, pour rendre justice, que en ces périodes-là, maintenant, du point de vue de l'évolution de la qualité de notre justice, ce n'est pas comparable à la qualité de la justice administrée sous le régime de Blaise Compaoré. Nous, aujourd'hui, la peine de mort a été abolie. C'est quand même une avancée extraordinaire. C'est vrai, il y a des exécutions extrajudiciaires contre lesquelles nous nous battons. Mais ce ne sont pas les faits de la justice. Donc, on a même eu
le culot, l'avocat excusez-moi de dire le culot, mais tu as eu le culot de dire qu'on a aboli la peine de mort au Burkina pour extrader François Compaoré. Donc même ce qu'on fait pour assurer, pour garantir plus de droits à François Compaoré, se retourne contre le Burkina. Oui, Aruna Yoda, Maître Sankara l'a dit, Maître Farama est revenu là-dessus. Presque toutes les conditions sont réunies pour que François Compaoré atterrisse à Ouagadougou pour répondre de ces faits. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, l'État burkinabé n'a pas dit publiquement qu'est-ce qu'il a répondu à la France en son temps, puisque le 3 mai dernier, un des ministres de la Justice estimait qu'ils avaient répondu, mais il n'a pas dit le contenu de la réponse. Mais il ne le dira pas, parce que c'est une procédure qui est en cours. Hein. Ce que je peux dire, alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? À quand le jugement? Ça veut dire simplement qu'au regard donc, du temps mis, les parties, notamment les victimes, sont en droit d'attendre que le jugement soit rendu le plus vite possible. Et si cela met du temps, c'est tout simplement parce qu'en matière de procédure, il faut s'attendre à ce que le temps s'écoule. Je pense qu'à la suite des 2 avocats, sinon 3, j'allais dire que c'est tout à fait normal qu'une personne qui est au centre d'une procédure d'extradition use des moyens de droit pour se défendre autant qu'il peut. C'est de bonne guerre. Et pour cela, donc, j'allais dire qu'en rappel, vous vous souviendrez que la Cour de cassation française a rendu un avis purement technique qui a permis au gouvernement français de prendre un décret d'extradition. Ce décret d'extradition a été attaqué par M. François Compaoré devant le Conseil d'État français qui l'a débouté. Alors, il est allé un peu plus loin. Je pense qu'il y a 2 ans, on avait émis cette hypothèse et je pense que c'est ce qui a été fait. Il est allé un peu plus loin dans la procédure en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que pendant le temps que cette procédure va durer devant la Cour européenne des droits de l'homme, M. François Compaoré ne peut pas être extradé. C'est une suspension donc d'extradition. Et pendant ce temps aussi, la Cour demande à l'État du Burkina Faso, et c'est ce que vous avez abordé tantôt, de fournir des éléments à même de rassurer, si vous voulez, donc M. François Compaoré, ses avocats et aussi la Cour européenne, qu'il sera jugé, traité conformément aux standards des droits humains tels que perçus par la Cour européenne des droits humains. C'est normal pour une personne mise en cause, pour une personne sur laquelle plane l'extradition. Donc, quelle est la part de l'État burkinabé? J'allais dire que c'est tout simplement l'attente. Parce qu'en ce moment, la procédure ne dépend plus vraiment de l'État burkinabé qui a certes demandé cette extradition, mais qui est dans une position d'attente tout simplement après avoir fourni les éléments demandés par la Cour européenne des droits humains. Oui, une question aux 2 maîtres Farama et à vous, Yoda. Est-ce que l'extradition de François Compaoré, si aujourd'hui on n'a pas l'extradition de François Compaoré, on ne peut pas juger le dossier? Oui, le dossier peut être jugé, même sans François Compaoré. Mais il vous souviendra que c'est l'État burkinabé qui a demandé l'extradition de François Compaoré. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, cet État? Il attend que sa requête soit examinée favorablement. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, cette extradition prend du temps, le reste, ce serait une question d'opportunité maintenant. Est-ce qu'on fait le choix de juger sans? On fait le choix de juger avec lui? C'est une question d'opportunité. Sinon, techniquement, le dossier peut être jugé sans lui. Maître Farama. Oui, je pense qu'effectivement, comme dit M. le procureur, techniquement, il n'y a pas de débat, cela peut être fait. Mais ce n'est pas qu'un débat technique. Mais déjà, écoutez les reproches qu'on nous fait, qu'on fait à la justice burkinabé dans le cas de jugement en l'absence de Blaise Compaoré. Alors que c'est lui-même qui a refusé de comparaître, on vous dit, oui, il a été jugé en son absence, donc il n'a pas pu se défendre. Vous voyez comment c'est pernicieux comme stratégie de défense. Et puis ensuite, pour nous, on va dire, avocats de la partie civile et des familles que nous représentons,
Ce n'est pas tant le jugement lui-même, ni la condamnation simple, je pense, qui intéresse les familles. Hein, c'est le processus même de vérité. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de, on va dire, de catharsis qu'on recherche dans ce dossier-là. Et c'est ce qu'eux aussi, à ce à quoi ils prétendent. Et c'est étonnamment qu'on voit qu'ils posent des actes contraires à ce qu'ils prônent. Parce qu'il aurait été intéressant qu'ils viennent, qu'ils donnent leur version au peuple burkinabé tout entier, qu'on les écoute, qu'on écoute la version du parquet, qu'on écoute la version des familles, et qu'on voit où se situe la vérité. La peine en elle-même, vous savez, elle est peut-être importante dans la justice, mais ce qui est plus important, c'est le processus même de la vérité et de la justice. Monsieur le procureur, combien de temps pourrait durer la suspension d'extradition émise par la Cour européenne des droits de l'homme? Moi, je ne peux pas vous répondre en termes de temps. C'est une procédure qui peut prendre quand même un certain nombre de temps. Le temps que la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il a reçu suffisamment d'informations lui permettant de prendre une décision concernant donc cette extradition. Donc vous comprendrez qu'on ne peut pas quantifier ça à partir de notre position. Vous avez voulu tantôt savoir si l'État burkinabé juge avoir fourni suffisamment d'éléments pour l'extradition. Alors, en écoutant ma réponse, vous comprendrez aisément que je ne peux pas répondre à votre question. Absolument, tout à fait. Oui, Maître Farama, juste une question. Oui, Newton Barry. Je ne suis pas avocat ni procureur. J'ai deux choses que je voulais ajouter en fait. Il y a une première chose, tout à l'heure, évidemment je reviens un tout petit peu sur le premier débat. Maître Sankara ne l'a pas dit, mais par rapport à l'affaire David, il a raconté l'anecdote qu'il a eue avec le procureur. Mais il a omis de dire qu'il a fallu saisir un juge, c'est-à-dire détourner la procédure pour que l'affaire ne soit pas complètement éteinte. Donc, il a fallu remettre la procédure en marche en utilisant d'autres subterfuges, puisque le procureur, visiblement, ne voulait pas diligenter. Or, c'est lui qui est, comme on dit, le patron de la procédure. À mon avis, ça a été un élément. Évidemment, c'était un des juges, un doyen qui a ensuite eu beaucoup de problèmes parce qu'il a eu trop de problèmes. On lui a rappelé des choses, etc., etc. Il a fallu lui créer tous les problèmes du monde. Je pense que ça sont des éléments sur lesquels il faut revenir. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne connaîtrait pas ça. Mais en son temps, il fallait avoir de l'audace, il fallait avoir un juge. Et je pense qu'il faut aussi rendre hommage à ces juges-là de son temps qui ont accepté, malgré toutes les difficultés. Et ce juge-là, évidemment, a trinqué par rapport à ça. Deuxième élément, sur les éléments les plus récents toujours, hein, comme on dit, il n'y a pas de droit à partir de la filiation. Je pense que je suis totalement d'accord avec ça. La filiation ne crée pas de droit. C'est-à-dire ce n'est pas parce que je suis le petit frère d'un président que j'ai un droit particulier par rapport à la procédure. Donc c'est quand même un élément extrêmement important. La justice burkinabé, sur cette période-là, on a trouvé des juges qui ont permis que le dossier ne soit... Prenons des risques. Parce qu'en 2006, avec le juge Wenceslas, avec l'ordonnance de non-lieu, c'était complètement mort. Je me rappelle très bien que nous-mêmes avons été condamnés. Et c'est pour cela que je pense que François Compaoré devrait être à l'aise pour revenir. Puisque quand le non-lieu a été prononcé, nous-mêmes avons évidemment publié à la une de l'événement, et pourtant c'est François. Et nous avons donc été traînés devant la justice, et nous avions été condamnés à l'époque pour dire que alors que nous avions épulché tous les éléments, comme on appelle, de l'enquête, pour revenir pointer tous les éléments où François revenait comme étant un élément vers lequel tout conduisait. Nous avions été condamnés, on a fait appel, l'appel n'est jamais venu. Je ne sais pas si l'appel peut durer éternité, parce qu'il faut quand même que l'appel vienne pour qu'on ne nous décondamne, je pense. Je crois. Voilà. Oui, peut-être une question avant. Oui, maître. Il y a un micro juste. Je voudrais juste lever quelques équivoques, parce que souvent, on fait la confusion au niveau des procédures, où on a connu la résistance du parquet, du ministère public, qui en réalité devrait être, si vous voulez, celui-là même qui poursuit. Mais dans ces cas de figure, c'est le ministère public qui s'oppose aux poursuites.
ce qui est ridicule. Dans le dossier Norbert Zongo, oui, mais pour revenir à ce que monsieur le procureur a dit, en fait, le vrai problème, c'est parce qu'on a soudoyé des gens qui sont allés remettre en cause leur propre déclaration. C'est ça le non-lieu dans le dossier. Voilà, c'est ça le non-lieu dans le dossier de Norbert Zongo. Chez le président Thomas Sankara, la famille a porté plainte. Et c'est le procureur, parce que le juge d'instruction a dit d'ouvrir une enquête, une information, parce qu'il y a mort d'homme. Et le procureur a refusé. Donc, dans le dossier Norbert Zongo, ce qui fait qu'après l'insurrection, il y a eu la réouverture sur la base des éléments nouveaux, c'est parce que d'abord, nous avons été devant la Cour africaine des droits de l'homme à Arusha, où l'État du Burkina Faso a été mis en cause. Tout comme dans le dossier Sankara, on a été devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a également condamné l'État du Burkina Faso. Donc, quand, effectivement, à la faveur de l'insurrection, on a retrouvé un faisceau d'indices, d'éléments que nous avons retransmis pour qu'on rouvre le dossier, parce qu'il devrait être forclos du fait de l'ordonnance de non-lieu, le juge n'a pas vraiment trouvé à redire. Donc, je tenais à dire ces précisions-là parce qu'en réalité, les magistrats burkinabés, comme Newton le dit, ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. C'est des magistrats intègres qui ont travaillé au péril de leur vie, qui ont tout de suite même été sanctionnés, mutés, malmenés. Mais, in fine, ce sont des procédures aujourd'hui qui poursuivent leur cours. Seulement, quand il y a des éléments d'extranéité, comme on le dit, comme dans l'affaire Norbert Zongo, où c'est d'autres pays qui interfèrent, le juge burkinabé n'a plus la maîtrise du temps. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Juste, Hervé, si vous le permettez, une petite question à Maître Farama avant de donner la parole au public. Maître, 24 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Est-ce qu'aujourd'hui, un quart de siècle après, les familles ont toujours le même engagement de soutenir le dossier? Ah oui, je pense que non seulement les familles, mais tout le peuple burkinabé. Je crois que les familles restent déterminées dans le cadre de ce dossier. Elles attendent, elles espèrent, elles sont sûres qu'un jour ou l'autre, comme dans d'autres dossiers précédemment jugés, cette affaire connaîtra forcément une issue. Mais je voudrais juste ajouter un élément essentiel. Moi, je comprends les inquiétudes de François Compaoré, parce qu'il a en mémoire ce qu'a été la pratique du régime de son frère au niveau de la justice pendant ces 27 années de règne. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il est bon pour l'histoire et la postérité qu'on le rappelle. Vous savez, il y a des juges qui ont posé des actes dont aujourd'hui il est bon de rappeler l'essence de ces actes. On a connu le juge Ilboudo Wenceslas, qui a eu le premier à avoir traité ce dossier, enfin celui qui a traité ce dossier en instruction, qui pour nous a eu une attitude qui n'était pas vraiment dans le sens d'instruire pour faire jaillir la vérité. Il y a eu les procureurs qui se sont succédés. Il y a eu le procureur Yameogo Draman, il y a eu le procureur Sagnon Adaman, qui était, c'était même étonnant, ahurissant et quelquefois aberrant, qui était plus que les avocats de François Compaoré. Un détail, je crois que Maître en a parlé. Mais comme ces intéressés ne sont pas sur ce plateau, on ne va pas trop insister. Non, je n'insisterai pas. Enfin, je passe outre ces aspects. Mais il y a des détails. Bon, c'est juste là, c'est pour l'histoire. Par exemple, le procureur général Blaise Barry, entre-temps, est devenu conseiller à la présidence. Bon, là, peut-être, je close cette parenthèse sur le fait qu'à l'époque, il y avait ce qu'on avait qualifié les juges acquis. Bon, donc, vous voyez, la justice a beaucoup évolué. Et nous pensons que, moi, je pense, à titre personnel, que François Compaoré pense que ça perdure et qu'aujourd'hui, c'est le même système. Maître Farama, rapidement, si on veut aller dans votre logique avec tout ce que vous venez de citer il y a un instant, peut-être que ce sont ces arguments qui fondent la décision de Norbert Zongo de refuser de venir en pensant que derrière il peut avoir François Compaoré, pardon, de venir pour être jugé parce qu'il s'est dit qu'avec tout cela,
il risque d'avoir peut-être un procès politique, une sorte de vengeance avec tout ce que vous venez de dire, peut-être. Non, pas des arguments, des appréhensions qu'on comprend. Vous savez, le bourreau a peur toujours du gourdin qui passe derrière sa tête, hein. Même quand peut-être il n'a rien fait. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est le jugement de l'opinion. Est-ce que quand vous observez aujourd'hui la justice burkinabé fonctionner, quand vous avez le procureur qui est là, qui répond aux questions que vous nous posez, à l'époque d'ailleurs, nous n'avions pas le plaisir d'avoir cet entretien courtois avec le parquet, comme je dis, qui se comportait en véritable avocat de François Compaoré. On peut ressortir les éléments. Je rappelle le dernier détail. À un moment donné, quand le dossier a été classé pour non-lieu, bon, il y a eu un non-lieu qui a été plutôt prononcé. On a dit qu'il faut trouver un fait nouveau pour qu'on puisse le rouvrir. Et puis, deux jeunes hommes se sont présentés spontanément à nous, les avocats, en disant « Nous avons un témoignage à faire ». À l'époque, nous avions été approchés par François Compaoré, en personne, qui nous a reçus chez lui à la maison, pour nous expliquer certains faits, avec détails à l'appui, qui peuvent vous permettre de comprendre qu'il est derrière cet assassinat. Nous avons porté cette information au procureur général. On nous a balayé ça du revers de la main. Je ne me rappelle plus l'argument phare qu'on nous a servi, mais principalement ce dont je me souviens, on nous a dit oui, mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne mente pas? Point barre. Même pas essayer de creuser pour savoir, alors qu'il disait, on a été reçu par François Compaoré à l'époque. L'un était un des cousins d'ailleurs de David, qui nous disait, qui nous avait soudoyé en disant, il nous trouverait de l'emploi. Un d'ailleurs à qui on avait trouvé un emploi à Air Burkina, je me souviens toujours des détails. Et puis il disait, il prétendait, on ne sait pas si c'est vrai, que François avait dit de toute façon, vous inquiétez pas, dans quelques jours, cette affaire Norbert Zongo, David Ouedraogo, dont parle Norbert Zongo, on n'en parlera plus. Et puis eux, ils s'étaient aperçus avec grande stupéfaction qu'après, quelques jours après, on avait assassiné Norbert Zongo. Ils avaient mis ça sur l'écrit, ils étaient prêts à témoigner. Personne n'a voulu recevoir ça. C'était des témoignages sans autre forme de preuve. Hein. Si. Oui. Nous, on les a reçus à l'événement à l'époque. Hein. On les a reçus à l'événement et ensuite, on était reparti revisiter les cantines, puisqu'il y a eu la commission d'enquête indépendante. Et vous savez, les conclusions sur les six suspects sérieux, là, à la vérité, la formule était un élément convenu, parce qu'on pensait que nous, je veux dire, tous ceux qui étaient pour que l'affaire avance, on avait pensé, et c'était pas loin d'être la vérité, on pensait que ça allait permettre de faire avancer. Or, de l'autre côté, on avait mis ça justement pour constituer un blocage définitif. Parce qu'on nous a sorti quelque temps après que suspect sérieux ne veut pas dire coupable. C'est vrai, nous aussi on sait que suspect sérieux ne veut pas dire coupable. Et donc, on a demandé en ce moment-là à dire, il faut qu'on recommence maintenant une autre instruction. Parce que ce que la commission d'enquête indépendante avait fait était une enquête administrative et qu'elle ne valait pas judiciaire. Donc il y a eu tellement de subterfuges. Permettez pour vous rassurer, nous n'avons jamais dit qu'à ce stade-là, François Compaoré est coupable. Même si nous avons, en tant qu'avocat de la partie civile, notre opinion à nous. Si nous rappelons tous ces faits-là, c'est pour vous donner les péripéties que ce dossier a connues. S'il n'y avait jamais eu l'insurrection, il n'y aurait jamais eu la réouverture de ce dossier. Ce que nous nous demandons, c'est juste qu'il y ait un procès équitable, devant des juges libres, indépendants, impartiaux, pour François Compaoré et pour tout le monde. Je vous rassure aussi que je ne me fais pas l'avocat de François Compaoré. Bien sûr, je pose des questions pour que les téléspectateurs puissent comprendre. On aura compris, à la suite de cette affaire d'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons, les artistes se sont engagés à produire, à créer des œuvres. Et nous allons suivre un élément de Maïmouna Traoré sur la contribution des artistes dans la lutte pour la vérité, mais aussi contre l'impunité dans l'assassinat de Norbert Zongo. Crime à s'appuie. Cette chanson, devenue l'hymne du collectif, a été composée une semaine après l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. C'est en musique donc que ce groupe, avec à sa tête François Ouedraogo, a manifesté son indignation aux premières heures de l'événement. Depuis que le crime
a été commis et annoncé. Je ne sais pas, en tout cas, l'énergie qui nous habite, j'allais dire, est inépuisable pratiquement. Norbert Zongo, Norbert, espoir assassiné. Et à l'époque, j'étais au lycée Philippe Zenda Kaboré. J'étais militant d'une association d'élèves qui s'appelle l'AISO. J'étais également rappeur à l'époque. Dès l'annonce de l'assassinat de Norbert Zongo, le lendemain, nous avons même écrit une chanson. Je me suis dit, si on laisse faire le cas de Norbert Zongo et ses compagnons, ça veut dire qu'un jour viendra que personne n'aura la parole dans notre pays. Tout comme eux, des artistes élèvent leur voix pour marquer leur attachement à cette lutte. Des musiciens burkinabés et de la sous-région forment le groupe Artistes Unis pour Norbert Zongo et chantent Dossier classé en 2008. Le lancement de l'album a été fait symboliquement à Koudgou devant la cour familiale en présence des parents des défunts. Habitué à manger mes l'os de Zongo sera le dernier. Nous avons, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, tenté de rappeler l'ouverture du dossier, de rappeler le besoin de justice sur ce dossier emblématique. On ne peut pas construire sur du mauvais, on ne peut pas construire sur du mensonge. Norbert Zongo, je ne le considère pas comme un Burkinabé, je le considère comme un Africain. Et à partir de là, tout ce qui est africain me concerne. Toute injustice me parle et m'interpelle. Ouais, à son temps, ce n'était pas facile, mais quand tu es engagé pour la bonne cause, quand tu es engagé toi-même, tu participes quelque chose que tu es vraiment content de participer, de faire une œuvre qui est vraiment utile. Bah, les gens voient que tu risques ta vie, mais pour toi, c'est rien, quoi. Il n'y a pas que des musiciens, des artistes, toutes disciplines confondues, sont vent debout pour réclamer justice et vérité pour Norbert Zongo et ses compagnons. L'on dénombre entre autres des peintres, des littéraires, des cinéastes. Le film documentaire Bori Bana, le destin fatal de Norbert Zongo, de Luc Damiba et Abdoulaye Diallo, retrace l'affaire Norbert Zongo en images avec des archives et des témoignages inédits. Ballotté entre deux idées, suspendre la parution de l'indépendant ou continuer. Bori Bana, le destin fatal de Norbert Zongo. En 2018, Laurent Ouedraogo réalise le film Assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons contre l'oubli et pour la justice. Paul Zungrana lui rend hommage à travers l'adaptation de ses romans Parachutage et Rugbenga au théâtre en 2017 et 2018. L'armée, le cancer de la civilisation. Pour moi, Norbert Zongo, c'est un symbole de lutte, c'est un symbole de liberté, c'est également un symbole de dignité. En tout cas, il a gagné son combat, il a fait son devoir, nous allons continuer sur le reste du devoir maintenant. Dare, dare, azan kuma siriarare, rara yirare, abudara na yirare, rarambe bontibio. 24 ans après, le dossier est toujours pendant en justice, mais les artistes gardent espoir. Leurs convictions restent fermes. Pour eux, tôt ou tard, l'affaire sera jugée. Moi, je suis très optimiste. Ça peut prendre son temps, mais on va y arriver. Pendant 24 ans, nous sommes restés debout. Vous avez vu le cas d'Abou Boukar? Il n'y a pour dire qu'il n'y a que la lutte qui paye, finalement. J'espère vraiment que 2023, nous pourrons apercevoir une once de courage, ne serait-ce qu'une once de courage de la part de commanditaires de cet assassinat-là pour venir se présenter devant les tribunaux de leur pays. Voilà, à défaut qu'ils y soient contraints, pour qu'enfin on puisse tourner la page de cette sombre histoire. À quand la justice sur le drame de Sapuy? Pour ces artistes, le flambeau de la lutte doit être maintenu jusqu'à la manifestation de la vérité. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Voilà, Newton Ahmed Bari, on l'a vu, à la révolte de la rue, c'est succédé la révolte dans la créativité et avec les artistes et dans tous les arts, que ce soit la musique, que ce soit la littérature, le théâtre ou autre.
ils se sont exprimés, ils continuent toujours de s'exprimer et certainement que c'est quelque chose qui était inimaginable peut-être en d'autres temps. Bon, c'est vrai que c'est extraordinaire, mais vous savez, comme on dit, le temps fait son œuvre, hein, mais il fait dans les deux sens. Il conduit parfois l'affidement à l'oubli, comme il peut aussi, comme diraient les gens, ça peut être aussi le nom de Dieu. Et on peut dire, pour cette fois, le temps, effectivement, a revêtu les habits de bon Dieu, mais, il faut le dire, il a fallu parfois qu'une chanson, une production, un film puisse relancer. Parce que vous savez, ce n'est pas 2 jours. Hein. C'est de 98 jusqu'à l'avènement, évidemment, de l'insurrection en 2014. Et nous avions un pouvoir très fort. Il ne faut pas oublier ça aussi. Qui arrivait à acheter les gens. Et puis les gens ne peuvent pas tenir sur la durée. Hein. Les gens ne tiennent pas sur la durée. Et puis il y a eu des infiltrations. Vous savez qu'au début, quand le collectif est né, beaucoup de partis politiques sont venus, non pas par conviction, mais parce que de l'intérieur, ils devaient torpiller. Ils ont fait 2 ans. Ils sont partis. Il a fallu donc se réorganiser encore pour que le combat continue. Et à mon avis, je crois que les artistes, l'art, est un des éléments, je vais dire, moteurs, hein, qui permettent de maintenir la mobilisation. Et il fallait le faire, la mobilisation, après, quoi qu'on dise, après 2006, quand il y a eu le non-lieu proclamé, le temps avait commencé à faire son œuvre aussi, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus eu, en dehors du jour de l'anniversaire, le 13 décembre, où la mobilisation est restée, les choses se sont quand même, je veux dire, progressivement étiolées, et il a fallu, les éléments importants, à mon avis, hein, qui permettent aujourd'hui de penser qu'il faut les cultiver. On a eu la chance d'avoir ce centre. C'est le creuset, à mon avis, de la lutte. Et quand la mobilisation sociale est partie, le creuset est resté et a toujours permis que les gens se retrouvent. On a eu la chance d'avoir des structures très fortes, comme le MBDHP à l'époque, et des partis politiques, hein, très très constitués aussi, et des hommes politiques comme le professeur Joseph Kizerbo. Donc, on a eu des camarades, hein, Maître Sankara est là, je salue Meda qui est là, et d'autres qui n'ont jamais failli. Et au niveau international, on a eu Media Foundation, qui a été un élément extrêmement important, qui a permis que nous puissions tenir tous les 2 ans le Festival de Liberté, autour de Norbert Zongo. Vous allez poursuivre dans un instant, mais je crois que nous allons, Fousseni Kindo, donner la parole au public, à nos étudiants qui sont là. S'ils ont des questions, est-ce que vous avez des questions sur les différents aspects qu'on vient d'aborder? Si vous avez une question, vous pouvez prendre la parole et poser votre question. De l'autre côté ici, allez-y. Vous vous présentez? Je suis Idrissa Ouedraogo. Je suis journaliste, correspondant de presse. Moi, je vais revenir un peu sur la justice par rapport à ce dossier Norbert Zongo. C'est vrai qu'on l'a abordé de suite là. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire un jugement par contumace, vu qu'à l'impossible, nul n'est tenu? C'est vrai qu'on a quelques détails par rapport à l'affaire. Si François Compaoré ne peut pas être là, moi je pense qu'on peut passer à autre étape pour juger enfin cette histoire-là. Parce qu'on l'a fait avec le procès Thomas Sankara. Les personnes qui étaient incriminées n'étaient pas là. Je vais parler de Yacine Kafando et Blaise Compaoré, mais ça n'a pas empêché de juger l'affaire. Ma question, est-ce qu'il y a un risque réel sur la manifestation de la vérité si l'intéressé n'est pas présent au procès? Merci beaucoup. Je crois que le procureur a déjà abordé cet aspect du sujet, mais il peut revenir sur la réponse tout de même. Bon, une réponse à cette question suppose qu'on se projette dans les débats. A priori, on ne peut pas savoir quelle orientation les débats peuvent prendre. Comme je le dis souvent, la procédure pénale n'est jamais un long fleuve tranquille.
Maintenant, je l'ai déjà dit aussi, à ce stade, nous pensons qu'au regard donc de l'avancement de la procédure, ce n'est pas impossible. Maintenant, c'est une question donc d'option. Voilà, et je pense que notre ami journaliste a fait son option. Bon, maintenant, le reste, c'est une question d'option. Voilà. On va essayer de poursuivre au lendemain de ces manifestations pour la manifestation de la vérité et la lutte contre l'impunité dans l'assassinat de Norbert Zongo. Le pouvoir en place en son temps était contraint à des réformes politiques, mais aussi il y a eu un changement dans la société burkinabé, notamment avec un engagement plus accru de la jeunesse. En dehors de cela, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'héritage de Norbert Zongo en tant que journaliste, mais aussi en tant que défenseur des droits de l'homme? Aboubacar Sanfo nous a préparé cet élément. Norbert, il traverse ma vie, hein. Que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie de tous les jours, je m'inspire de lui, j'ai ses écrits chez moi. Parfois même professionnellement, quand ça ne va pas, je ressors la compilation de ces éditoriaux que le centre de presse avait fait et je lis pour m'inspirer parce que c'est une boussole. 24 ans après, Norbert a réussi à s'aimer en tout cas un paysage médiatique au niveau de la presse écrite qui est d'une certaine abondance. Tous ces journaux d'investigation-là sont nés d'une certaine manière sur les cendres, un peu comme peut-être un phénix. C'est des petits Norbert, on peut le dire ainsi, qui ont poussé à partir de ces cendres-là. Et la cendre, ce n'est même pas seulement au sens figuré, c'est au sens propre, parce que vous avez les images juste derrière nous ici qui montrent que Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été réduits en cendres, ce qui est horrible. En pensant tuer Norbert pour faire taire, il pensait aussi tuer ce genre de journalisme. Malheureusement, c'est comme du vent qu'on a soufflé sur des braises. Je crois que la CEP doit sa crédibilité déjà à ses membres fondateurs, notamment à son président fondateur qui est Norbert Zongo. D'ailleurs, Norbert Zongo est parti en tant que président de la CEP. Et ce que Norbert a laissé, effectivement, c'est une organisation à beaucoup de défis. Le défi d'abord de rester dans le paysage médiatique et d'y jouer, en tout cas, le rôle que Norbert aurait voulu qu'elle joue. Le grand regret, c'est effectivement le fait que son journal, l'Indépendant, n'a pas pu survivre effectivement à son fondateur. Et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu travailler à sauver effectivement ce journal qui porte en lui-même l'âme de Norbert Zongo. La création du centre de presse Norbert Zongo est une quête de longue date des organisations professionnelles des médias au niveau du Burkina. Les démarches étaient faites conjointement par l'Association des journalistes du Burkina, par la Société des éditeurs de la presse privée et par le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Quand nous avons eu le local à Gounguin ici, en ce moment, ça n'a pas duré malheureusement. 98, nous avons donc inauguré officiellement le centre et donc le 13 décembre 98, assassinat de Norbert Zongo. Donc c'est à ce moment que les confrères, de façon unanime, ont décidé de lui dédier cette maison et c'est comme ça qu'on l'a baptisé Centre national Norbert Zongo. Parmi les activités de promotion de la liberté de la presse et du pluralisme médiatique, le centre a jugé bon de rendre un hommage beaucoup plus durable à Norbert en instaurant le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation. Aujourd'hui, nous avons une cellule Norbert Zongo du journalisme d'investigation qui est logée au Burkina ici. Mais les responsables sont par exemple au Niger. L'un des aspects de l'héritage que Norbert Zongo a légué au peuple burkinabé, c'est la prise de conscience citoyenne sur le rôle moteur que doivent jouer les peuples dans la lutte pour les droits humains, pour la démocratie et pour leur bien-être. Après son assassinat, le mouvement populaire qui s'en est suivi a été véritablement un moment d'éveil de la conscience citoyenne de nos populations sur le rôle ou la nécessité pour elles de s'impliquer activement
dans tous les combats citoyens pour la démocratie. S'il n'y avait pas eu ce mouvement, trop c'est trop, comme il a été baptisé à l'époque, il ne faut pas vous leurrer. Aujourd'hui, on n'en serait pas là, à tenir des conférences de presse avec une marge de liberté, plus ou moins en tout cas, assez grande. Cet éveil de conscience a abouti et a contribué à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Tout le combat, les progrès auxquels nous avons assisté aujourd'hui me semblent en partie liés au combat que Norbert Zongo a mené et qui a inspiré le peuple de manière à ce que ce peuple-là se dresse pour dire non et pour continuer la lutte. Newton Ahmed Barry, nous nous acheminons à la fin de cette émission. En termes d'acquis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu, dans l'histoire du Burkina, l'histoire récente en tout cas, en termes de liberté d'expression, liberté de parole, liberté de penser, liberté de manifester, est-ce qu'il y a eu un avant et un après assassinat Norbert Zongo? Ce n'est pas seulement au niveau de la liberté de la presse qu'il y a eu un impact positif. N'oubliez pas le rapport du Collège des sages. C'est suite à l'assassinat de Norbert Zongo que le collège a été institué. Puisque lorsque le rapport de la commission d'enquête indépendante a été rendu public, les rues se sont enflammées. Et comme il fallait lâcher du lest, parce que c'était, et ça a été, bon, je veux dire, ça a été très bien inspiré. On a mis en place un collège qui a fait un travail formidable, qui aurait pu constituer même la constitution du Burkina Faso. Et si on l'avait appliqué parfaitement, on n'aurait plus connu de crise au jour d'aujourd'hui, aussi bien en termes de bonne gouvernance que, évidemment, en termes de liberté et, évidemment, tous les autres aspects. Malheureusement, à ce niveau aussi, le pouvoir a rusé. Et ce que je regrette, c'est que même après l'insurrection, on n'a pas jugé bon de reprendre ce document-là et de nous l'approprier pour l'instituer comme une sorte de boussole de la gouvernance. Je pense que ce n'est pas tard. Peut-être il faut réadapter, mais il y a, à mon avis, à partir de là, beaucoup de choses ont été faites. On a eu le printemps de la liberté de la presse, c'est-à-dire un foisonnement, surtout un style journalistique qui n'avait jamais existé dans notre pays, qui est donc le journalisme d'investigation. Après 1998, nous-mêmes, on est partis, je suis d'accord avec le journaliste qui a parlé de la mort de l'indépendant, c'est vraiment le grand regret de ma vie, mais nous, on a fait ce qu'on a pu. On est aussitôt après l'assassinat de Norbert Zongo, puisque nous savions que l'objectif final, c'était que l'indépendant cesse de paraître. Des camarades de moi, Germain, moi-même, Bamas et le doyen qui était à Sidouaya, qui est aujourd'hui à la retraite, Balou, on est allé au chevet de l'indépendant et nous l'avons fait vivre. C'est l'un des seuls journaux dans l'histoire du Burkina Faso à avoir tiré par moment à 25 000 exemplaires. Aucun autre journal n'a connu cela. Donc, c'est dommage que notre passage n'ait pas pu permettre que le journal se pérennise. Mais comme on sait, les libertés, c'est fragile. Hein? Oui. Les libertés, c'est fragile. Aujourd'hui, on est dans ça à s'interroger. On va y revenir, voilà. Peut-être dans une émission sur les raisons pour lesquelles le journal indépendant n'a pas pu survivre à l'assassinat de Norbert Zongo. Je voudrais poser la prochaine question à Maître Farama et au procureur. Est-ce que l'après-assassinat de Norbert Zongo a eu un impact important sur le fonctionnement même de la justice burkinabé? Maître Farama. Oui, absolument. Pas uniquement sur la justice, mais particulièrement sur la justice burkinabé. Parce qu'à partir de l'affaire Norbert Zongo, est-ce que les populations considérées comme étant, moi je veux dire, une structure ésotérique très éloignée d'eux, est devenue très proche d'eux. Ils se sont rendus compte que leur vie, leur liberté, la justice tout court, dépendait de leur regard de cette institution. Et puis, depuis là, vous avez vu que même les juges, peut-être que M. le procureur pourra le confirmer, qu'aujourd'hui, la justice ne fait plus, mais sans penser à ce qu'elle agit au nom du peuple burkinabé.
Et le peuple burkinabé aussi, je pense qu'il a fini par comprendre que la justice est sa justice d'abord. Et moi, l'un des héritages majeurs que je retiens de la lutte Norbert Zongo, parce que pour moi, Norbert Zongo, au-delà de la lutte que nous menons pour le jugement de son affaire, c'est le symbole de la lutte de tout ce peuple burkinabé, de la lutte de tous ces héros connus et anonymes, parce qu'ils sont nombreux, ceux qui luttent pour la liberté, la justice, tout court au Burkina Faso. Et c'est incrusté aujourd'hui dans la conscience individuelle et collective des Burkinabés que ce pays nous appartient à tous. Et que personne ne peut penser que parce qu'il est gouvernant, il n'est redevable de rien. Et que tout le monde, tous ceux qui passeront au pouvoir, répondront un jour ou l'autre devant la justice. Sur la même question au procureur Yoda, mais avant peut-être, vous allez y répondre, mais une question peut-être un peu personnelle. Il y a 24 ans, vous n'auriez pas imaginé qu'un jour vous seriez procureur et que ce dossier-là serait sous votre main. Quel est votre sentiment à ce sujet? Et puis aussi, quel est l'apport de l'après-assassinat de Norbert Zongo, c'était de la justice et des magistrats? D'accord, merci pour la question personnelle. Oui. Il y a 24 ans, j'étais étudiant. J'étais étudiant en 3e année de droit. Et comme la plupart des étudiants, on a vécu la chose comme un étudiant de 98. Je vous passerai les détails. Alors, sur la question de savoir s'il y a un avant et un après Norbert Zongo, c'est évident. C'est évident et comme Maître Farama l'a dit tantôt, il ne se passe pas une seule journée sans qu'un journal de la place ne mette à sa une affaire de justice. Je pense que c'est l'une des conséquences de cette affaire qui a fait que le peuple burkinabé s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe dans les palais de justice. Alors le peuple a compris que lorsque le juge rend une décision, il le dit, c'est au nom du peuple burkinabé. Lorsqu'un procureur poursuit une personne, c'est au nom du peuple burkinabé. Lorsqu'un mandat de dépôt est décédé contre une personne, c'est au nom du peuple burkinabé. Et je pense qu'à travers cette affaire, nous, acteurs de la justice et le peuple, il y a eu un rapprochement. On peut l'interpréter comme on veut. Ce rapprochement n'est pas sans épines. Mais ce qui est sûr, il y a un rapprochement, il y a un intérêt que le peuple manifeste vis-à-vis donc de son appareil judiciaire. Merci. Vous en êtes peut-être, pardon, Fousseni Kindo, vous en êtes peut-être l'exemple palpable, parce que vous êtes là sur ce plateau avec nous en train de répondre aux questions. J'avoue que quand on nous avait donné la liste des invités, comme avait dit que le procureur Aruna Yoda allait être là, j'ai souri un peu parce que je me suis dit que peut-être vers la fin, il allait désister, mais vous êtes là. Et c'est important que les responsables de notre justice puissent être accessibles et expliquer peut-être à la population leur rôle et leur place dans la conduite des affaires de l'État. Fousseni, je sais qu'on est très en retard, mais j'ai une question personnelle à poser à Newton Ahmed Barry. Vous savez que nous sommes dans l'actualité. Et vous qui avez connu ces années de braise et de lutte pour la liberté d'expression et de parole, aujourd'hui, vous êtes la cible d'intimidation, de menaces sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les menaces ne sont pas les mêmes. De l'autre côté, sous Norbert Zongo, c'était des menaces étatiques. Aujourd'hui, ces menaces ont changé de forme, mais ça reste des menaces quand même. Quel est votre sentiment le plus profond? Qu'est-ce que cela réveille en vous, 24 ans après l'assassinat de Norbert Zongo? Évidemment, je suis triste parce que nous avions pensé que le sacrifice qui avait été fait par Norbert Zongo et bien d'autres constituait pour le Burkina Faso une sorte d'anticorps suffisant pour protéger les libertés et que nous ne soyons pas, évidemment, à revivre des moments que l'on pensait à jamais éculer ou dépasser. Mais je me rends compte évidemment que l'évolution des pays, l'évolution de la vie des nations n'est pas aussi un long fleuve tranquille et qu'on peut opérer des avancées comme il peut aussi avoir des moments de recul. Et je pense que ces derniers temps, nous sommes dans ces moments de recul. Et puis, ce qui est encore plus grave, c'est que nous sommes à des moments de recul où l'État est faible. Parce qu'au temps de Norbert Zongo, c'était l'État qui était fort et la société et l'opinion étaient faibles. Cette fois, c'est l'inverse. L'État est relativement faible. Parfois,
l'État faible instrumentalise évidemment des opinions folles, mais c'est quand même une situation très inquiétante. Mais à mon avis, tant qu'on vit, il faut se battre. Hein. On ne prévoyait pas ça. Il ne faut pas s'arrêter seulement à ces constats-là. Il faut se battre parce que notre rôle en tant que citoyen et l'idéal social que nous nous faisons pour notre pays, c'est que ce pays est un pays de liberté. Il doit le rester. Et donc, pour cela, le sacrifice n'est jamais de tout. Voilà. Merci. Maître Farama, peut-être, vous voulez rapidement. Je voulais juste rapidement dire un mot. Hein. Moi, je pense que c'est vrai, c'est regrettable et très condamnable, mais à l'inverse de mon aîné, moi, je ne suis pas triste. Hein. Bien au contraire. Vous savez, il y a peut-être 30 ans, 24 ans, 34 ans cela, si ceci était arrivé, on aurait dit, vous aurez trouvé beaucoup de Burkinabés qui auraient dit, c'est lui qui a cherché, c'est son problème. Personne n'aurait réagi. Aujourd'hui, vous voyez la résistance. Alors je pense que c'est vrai que c'est regrettable, mais personne n'ose penser aujourd'hui qu'il puisse toucher à M. Newton Ahmed Barry pour ses opinions sans qu'il n'y ait un problème dans ce pays. Donc ça déjà, je pense que c'est une avancée considérable. Voilà, on s'arrête là, Hervé Dapa, pour cette émission. Merci à tous nos trois invités d'être passés. Aruna Yoda, vous êtes procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1. Et Maître Prosper Farama, vous êtes un des avocats chargés de la défense du dossier Norbert Zongo. Et Newton Ahmed Barry, vous êtes journaliste. Hervé, voilà, donc il ne nous reste qu'à dire merci à tous les téléspectateurs qui sont restés attentifs à cette émission et à la prochaine. Au revoir et à bientôt. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et